Salut à tous, moi c'est Loïc et bienvenue sur la chaîne de 12 images par seconde. 12 images par seconde, c'est une chaîne que je voulais créer pour parler de choses qui m'intéressent, comme notamment l'animation et le cinéma plus généralement. Alors pour lancer la chaîne, j'ai décidé de partir sur un format assez classique, que tout le monde connaît surtout en fin d'année, c'est-à-dire des top 10 sur un peu ce que j'ai aimé cette année dans le cinéma, notamment dans le cinéma d'animation, et au contraire ce que j'ai moins aimé. Donc je vais faire plusieurs vidéos en fait avec des top 10, des flop 10, au niveau des séries, des films, et peut-être encore même d'autres médiums comme la musique. Ce sera pas le seul format qu'il y aura sur la chaîne, puisqu'il y aura d'autres formats que j'ai déjà en production, donc je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo, et vous les verrez sortir au fur et à mesure. J'espère que ce type de vidéo vous donnera envie d'aller voir ce que je fais d'autre sur la chaîne, et si oui, de vous abonner, et pourquoi pas de me suivre dans ce que je vais sortir les semaines qui vont suivre. Alors pour commencer, j'ai décidé de partir sur un top 10 des films de l'année, donc l'année n'est pas totalement terminée, mais je pense avoir vu la plupart des films de 2019 que j'allais voir, et donc on commence tout de suite avec le numéro 10. Alors en numéro 10, j'ai mis un film que j'avais vu plutôt en début d'année, puisqu'il s'agit de Us, que j'avais vu à l'époque quand j'étais au Canada, et donc un film que j'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai quand même une petite préférence pour le film précédent du réalisateur, Get Out. Us a quelque chose d'assez sympa, mais ça peut être un peu difficile des fois de suivre là où l'intrigue veut en venir vraiment. Au niveau des thèmes, ça reste assez clair, c'est vraiment sur un peu la condition des Afro-Américains aux États-Unis, ou un peu la méfiance ambiante qu'il peut y avoir, surtout particulièrement donc, aux États-Unis comme je le disais. Et le film est assez intéressant, pas très effrayant finalement pour un film plutôt orienté horreur, mais j'ai quand même passé un bon moment, même si comme je disais, je sais pas, Get Out avait quelque chose de vraiment particulier. Là il y a quand même effectivement quelques twists que j'ai trouvé plutôt bien sentis. Et donc voilà, un film vraiment pas mal si vous voulez quelque chose d'un peu effrayant mais pas trop non plus, et un petit peu sur la société finalement. En numéro 9, j'ai mis Toy Story 4. Toy Story c'est vraiment une franchise que j'adore, je les ai tous en Blu-ray et je les ai vus énormément de fois. Et donc le 4 forcément avait des chances de terminer sur mon top 10 de l'année, mais je l'ai mis qu'en top 9 parce que finalement c'est un bon film. Visuellement c'est très beau, d'ailleurs c'est un des premiers films d'animation qui utilise des technologies qui imitent les lentilles de caméra pour donner vraiment des effets visuels proches d'un rendu réaliste. L'histoire est aussi relativement intéressante, même si c'est pas non plus extraordinaire, et je pense que c'est un peu ce qui va ressortir du film, c'est-à-dire que c'est un bon film dans l'ensemble, mais il manque peut-être ce petit quelque chose pour vraiment en faire un film d'animation au-dessus du lot. C'est un peu l'épisode de plus qu'on n'attendait pas, mais qui finalement fait son boulot sans plus, mais on passe un moment agréable, donc même si c'est vrai qu'on aurait peut-être aimé un peu plus de prise de risque, ou juste simplement des exclusivités plutôt que de faire des suites d'une série qui est déjà implantée finalement. En numéro 8, j'ai mis Joker. Joker, un bon film aussi. Assez ambiant finalement, assez long, c'est vraiment la construction d'un personnage en fait tout le long du film, et je l'ai trouvé pas mal. J'ai trouvé que la performance de Joaquin Phoenix était vraiment convaincante, et c'est vraiment agréable à regarder, on va dire, que ce soit visuellement, il y a des choses vraiment sympas, et même au niveau de l'histoire, il y a quand même des choses au niveau du ton qui sont intéressantes, des moments d'humour auxquels on s'attend pas, et inversement des moments tragiques auxquels on s'attend pas forcément non plus, même si vu le ton du film ça reste forcément prévisible puisque c'est le Joker, donc on s'attend à ce qu'il y ait des débordements et de la violence, mais le film arrive à trouver plutôt un bon équilibre à ce niveau là. Et sans entrer dans le détail, même moi qui suis pas un super fan de comics et tout ça, j'ai passé un moment. Après c'est un film assez dur, assez long, vraiment sur la descente aux enfers du personnage, donc peut-être pas un film que je vais revoir encore et encore, mais voilà, j'ai pas vraiment de grosses critiques à faire sur le film. J'ai passé vraiment une bonne séance, et je pense que c'est un film qui vaut le coup d'œil. En numéro 7, j'ai mis le film La Favorite, donc qui est un film en fait que je m'attendais pas forcément à aimer à la base, parce que c'est plutôt un film d'époque qui se passe en Angleterre. J'ai toujours vu ça comme quelque chose d'un peu froid. Et finalement, en fait, non, le film arrive à développer vraiment des personnages et un peu des intrigues entre ces personnages assez profonds et assez dérangeants parfois. Et finalement, on se laisse un peu bercer par le film, qui a une cinématographie assez intéressante, notamment la dernière scène qui est tout en sous-entendu finalement, parce qu'on n'a pas de dialogue, donc je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mais c'est vraiment la dynamique entre les personnages qui est intéressante, et comment le film va évoluer. Parce que c'est un peu comme Joker, on suit un peu le trajet, le parcours psychologique de deux des personnages entre autres, donc la reine et une de ses assistantes. Et c'est un peu donc une étude de personnage, donc comment la société, ou en tout cas la position d'une personne dans la société va influencer
ses actes et sa façon de se comporter. Et donc c'est aussi tout un jeu de pouvoir entre donc la reine et ses deux suivantes qui essayent chacune d'avoir un peu l'ascendance sur la reine, qui est elle un petit peu fragile, on va dire, mentalement. Et donc si c'est un film dont vous avez pas entendu parler, et même si vous n'êtes pas forcément fan des films d'époque en costume et tout ça, je vous conseille d'y jeter un oeil parce que j'ai vraiment passé un moment intéressant devant le film. Et je pensais pas l'aimer, mais finalement j'ai vraiment bien aimé un peu le concept du truc et surtout la manière dont c'est mené. Alors pour le numéro 6, on a le premier animé de ce top 10 puisqu'il s'agit de Lise et l'oiseau bleu. En fait c'est un spin-off d'une série d'animation japonaise qui s'appelle Hibike Euphonium, et en fait qui suit ici deux des personnages secondaires de la série principale. Donc en fait c'est un film qu'on peut voir tout seul, même si on n'a pas vu la série. Et d'ailleurs c'était mon cas, parce que j'ai découvert qu'après en fait qu'il y avait une série qui tournait autour de ce thème. Et donc c'est l'histoire de deux jeunes filles en fait qui sont dans l'orchestre du lycée, et l'orchestre en fait doit préparer une pièce à jouer pour la fin de l'année. Et donc il y en a une qui joue de la flûte et l'autre du hautbois. Et en fait elles ont du mal à jouer ensemble vraiment en harmonie. Et c'est quelque chose en fait qui reflète leur relation l'une et l'autre. Elles n'ont pas vraiment de conflit ouvert, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se passe en fait en arrière-plan, il y a des non-dits, et il y a un peu cette atmosphère un peu bizarre entre elles, même si pourtant en apparence il n'y a pas de problèmes qui sont là. Donc en fait le film ça va être l'histoire de ces deux personnages qui vont essayer de se découvrir l'une l'autre pour voir un peu finalement essayer de résoudre ce problème-là. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que c'est déjà visuellement très beau. C'est la même réalisatrice qui avait fait Silent Voice l'année dernière. Et donc visuellement c'est très propre, c'est assez moderne finalement, on n'est pas dans le dessin où on voit encore les traits tout ça, mais c'est bien fait. Les scènes de musique sont vraiment sympas et l'ambiance un peu du film est assez posée, assez ambiante. Il y a un petit côté presque indépendant en fait par moment. Et certaines des scènes que j'ai vraiment adorées, c'était les scènes en fait où ça suit justement l'histoire de Lise et l'oiseau bleu, qui est un peu un conte qui est raconté, en fait, qui est le sujet d'ailleurs de la pièce qu'ils doivent jouer. Et ces scènes-là en fait sont faites un peu en aquarelle et j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Au niveau de l'histoire, ça se suit plutôt bien, c'est pas non plus extraordinaire, mais en fait associé au visuel et tout ça, j'ai quand même vraiment bien aimé le rendu global. Donc c'est pour ça peut-être pas le top 1, mais quand même une place assez plutôt bien méritée pour le film. Donc voilà, si vous avez aimé Silent Voice, je vous conseille d'aller voir Lise et l'oiseau bleu. En numéro 5, on a un autre animé puisqu'il s'agit des Enfants de la mer. Les Enfants de la mer, c'est un film dont j'avais entendu parler et qui me tentait pas plus que ça à la base. Et puis finalement, comme il passait au cinéma, je suis allé le voir. Et c'est vraiment un film il m'a fallu du temps pour l'apprécier, puisque quand je l'ai vu au cinéma, c'est vraiment assez, contrairement à la bande-annonce d'ailleurs, qui laisse penser à un film finalement assez classique d'animation japonaise. C'est quand même très conceptuel, c'est assez barré. Donc faut vraiment accrocher à l'univers, et même le style graphique est assez particulier, avec des personnages avec des très grands yeux. C'est un film qui est assez conceptuel, donc que je conseille vraiment à ceux qui sont plus amateurs de cinéma un peu indépendant ou d'essai. Même s'il y a quand même une trame qu'on peut suivre, c'est assez vraiment basé sur des réflexions philosophiques finalement, l'origine de la vie, tout ça. Visuellement c'est très intéressant, il y a vraiment des scènes assez uniques, enfin vraiment des choses que j'avais jamais vues avant, donc notamment dans le troisième tiers du film. La musique c'est par Joe Hisaishi, donc c'est assez différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est plus proche en fait de ce qu'il fait normalement en termes de musique minimaliste, mais ça soutient le film et ça donne vraiment au film une saveur particulière. Donc un film je pense qui est pas pour tout le monde, même moi il m'a fallu en fait vraiment y repenser après l'avoir vu pour l'apprécier. Donc voilà, pas pour tout le monde, mais moi on va dire que ça m'a vraiment fait quelque chose et c'est pour ça que je mets ce film là en top 5. Ensuite en top 4 je triche un peu puisqu'en fait c'est un film qui est sorti officiellement l'année dernière mais moi que j'ai vu cette année au cinéma, puisqu'il s'agit de Mirai ma petite sœur. Donc nouveau film, en tout cas dernier film en date du réalisateur Mamoru Hosoda. Donc pour ceux qui ont vu par exemple Summer Wars, plus récemment Le Garçon et la Bête. Donc peut-être pas son film le plus marquant, mais j'ai vraiment aimé le côté visuel. Donc ce qui se passe dans une maison d'architecte, donc en fait comment les espaces sont gérés, c'est assez unique. Et même au niveau du troisième tiers du film, on a des choses assez intéressantes visuellement, donc un peu un côté papier mâché, des effets comme ça qui se rajoutent finalement à l'animation traditionnelle. Donc c'est une histoire en fait de famille, donc de relations frères et sœurs, un petit peu de voyage dans le temps finalement, même si on n'a à aucun moment la certitude que c'est vraiment un voyage dans le temps, mais on a des éléments en fait qui nous montrent plusieurs moments de la vie de notre personnage principal, donc le frère de Mirai,
et Mireille elle-même. Donc un film assez poétique finalement, assez posé. Moi j'ai trouvé sympa, c'est peut-être pas mon préféré du réalisateur, c'est pour ça que je l'ai pas placé dans le top 3. Mais si vous avez aimé les autres films de Hosoda, je pense que ça peut être intéressant. Si vous aimez un peu les films comme ça d'animation japonaise sur la famille, avec une bande son comme ça assez discrète, mais en même temps qui colle bien à l'atmosphère du film, ça peut être intéressant à voir. Ensuite en troisième, toujours sur un film d'animation, parce que je vous rappelle, ma chaîne va être principalement orientée sur les films d'animation, donc forcément c'est quelque chose qui moi me touche personnellement. On a une production Netflix, donc qui n'est pas sortie au cinéma, mais puisqu'il s'agit de Klaus, donc ce film qui est sorti finalement il y a que quelques semaines pour Noël, un film produit par Netflix, et qui finalement en fait était vraiment une bonne surprise pour moi, parce que j'ai pas forcément un très bon souvenir de tous les films sortis par Netflix. On va dire qu'il y a du très bon, il y a du moins bon et beaucoup de moyens, à mon avis en tout cas. Mais celui-là sortait vraiment du lot, parce qu'on a une histoire qui retrace un peu les origines de Noël, mais d'une façon inédite, et des personnages vraiment assez attachants, assez développés. Ou en tout cas suffisamment pour qu'on puisse rentrer dans le film. J'ai vraiment adoré aussi l'univers visuel du film, qui est un peu à mi-chemin entre l'animation 2D et l'animation 3D. Donc j'ai trouvé que il y avait vraiment un bon équilibre, et que le film avait à la fois un aspect assez unique au niveau de son visuel, mais en même temps ça restait harmonieux tout au long du film. Donc si vous cherchez un film de Noël à voir assez léger, qui convient à peu près à tous les publics, bon peut-être pas vraiment aux plus jeunes, mais en tout cas on va dire à partir de 5 ans c'est assez facilement regardable. Et donc je trouve que le film retranscrit vraiment bien le genre d'esprit de Noël tel qu'on l'attend dans ces films-là, à cette période-là de l'année. Donc si vous voulez quelque chose d'assez léger et vraiment agréable, et pour vous mettre en forme pour les fêtes, je vous conseille de regarder Klaus sur Netflix. Ensuite en numéro 2, un film auquel je ne repense pas forcément énormément, mais qui m'a vraiment marqué lors du visionnage, c'était Ad Astra. Donc un film de science-fiction à la fois réaliste dans un futur proche, on va dire, avec tout un voyage du personnage principal pour retrouver son père aux confins du système solaire. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est le rythme et l'ambiance dans laquelle le film arrive à nous mettre, puisque c'est un film qui est assez lent, donc c'est une chose qu'on pourra lui reprocher. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été peut-être un peu rebutés à cause de cet aspect assez lent et assez vraiment atmosphérique. Mais moi c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé cool, et que je trouve qu'on retrouve aussi dans le film précédent du réalisateur, Lost City of Z. En fait on a un côté vraiment inexorable. En fait le personnage avance petit à petit. Là par exemple dans le film il y a toute la notion de distance, puisqu'il faut d'abord aller de la Terre à la Lune, ensuite de la Lune il part sur Mars, et après Mars il faut qu'il continue jusqu'à je crois que c'est Jupiter ou Saturne. Et donc on a vraiment chaque étape avec le déroulement d'aller d'un endroit à l'autre, un peu comme vous pouvez avoir à l'époque dans 2001 de l'Odyssée de l'espace. Mais j'ai trouvé quand même ça plus intéressant, parce que je trouve que sur le 2001 de l'Odyssée de l'espace il y a vraiment des longueurs parfois, surtout maintenant quand on revoit le film. Là ça m'a pas gêné, parce qu'on a vraiment en fait un côté narration du personnage principal pendant ces séquences là. On n'a pas juste du silence. Il y a tout un truc sur justement la psychologie, puisqu'il doit faire des analyses psychologiques régulières pour voir son état de santé mentale. Et donc je sais pas, le film a un côté un peu hypnotique, où il se déroule un peu, ouais, comme je disais, de manière inexorable, et on suit ce personnage qui est un peu perdu, qui sait pas trop où se retrouver, mais qui en même temps a une mission et doit l'accomplir. Donc pareil, peut-être pas un film pour tout le monde, mais si vous aimez vraiment le côté solitude de l'espace, et vraiment exploration spatiale et réalisme finalement, parce que le film prend tout ça mais de manière assez réaliste. Il essaie un peu de deviner à quoi ressemblerait l'exploration spatiale dans quelques années. C'est un film qui peut être pour vous. Alors avant de passer au top 1, j'avais deux mentions honorables que je voulais mentionner. On a d'abord Nicky Larson, un film où j'avais absolument aucune attente. Je pensais vraiment qu'on allait avoir quelque chose de, comme beaucoup de monde d'ailleurs, de vraiment pas terrible. Et finalement, sans être un film exceptionnel, c'était plutôt sympa. Et il y a aussi le film Dragon Ball Z Broly. J'ai pas trop suivi ce qui se passait avec Dragon Ball Z récemment, Dragon Ball Super d'ailleurs plutôt. Mais j'ai trouvé le film vraiment sympa. Genre de film à voir au cinéma, parce que c'est vraiment très dynamique. On est vraiment au top de ce que la série Dragon Ball peut faire pour les amateurs. Il peut se regarder un peu tout seul comme ça, parce que finalement c'est une histoire qui est contenue dans un seul film. Il n'y a pas forcément besoin de connaître beaucoup de background. Le principal c'est vraiment le côté action, on rentre dedans. Et donc ça vaut le coup d'œil, sans être exceptionnel, pourquoi pas. Et on arrive maintenant au numéro 1, le film préféré de l'année, qui je pense va apparaître dans beaucoup de tops, parce que c'est vraiment un film exceptionnel. Et donc il s'agit du film Parasite. Donc Parasite, la Palme d'Or de Cannes cette année. Habituellement je suis pas toujours très fan des films présentés à Cannes,
Même si l'année dernière, Une affaire de famille, qui avait, il me semble, gagné aussi, était vraiment pas mal. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dans la continuité de ça qu'est sorti Parasite, puisque c'est 2 films qui abordent le thème de la famille, entre autres, et justement des riches et des pauvres. Donc Parasite, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites dessus, donc film de Bong Joon-ho, j'adore tous ses autres films, je crois que je les ai tous vus, sauf peut-être un, son premier. Donc j'adore vraiment ce qu'il fait, en fait j'adore le mélange des genres qu'il arrive à faire. C'est à la fois tragique, à la fois comique, et ce film là c'est vraiment un peu le cœur de ce qui fait le succès de ses autres films. Et c'est vraiment un film que je trouve qui paraît pas forcément extraordinaire au premier abord, on s'attend plus un peu à un genre de comédie tout ça, mais et ça, le film démarre d'ailleurs plutôt comme une comédie, et petit à petit en fait il arrive à se transformer en quelque chose d'autre, sans jamais tomber dans le drame, mais il se passe vraiment des choses un peu plus marquantes, plutôt que juste un peu des blagues et des choses des répétitions, enfin des choses assez classiques. Et le film arrive vraiment à construire des personnages très forts et à faire un commentaire sur la société sans jamais tomber non plus dans la leçon de morale. Et vraiment tout est montré plutôt que expliqué. Et il n'y a pas vraiment en fait finalement de conclusion claire de qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, les gentils, les méchants, tout ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose que le film arrive à éviter. Visuellement il y a des choses vraiment très bien trouvées, des scènes, par exemple il y a toute une scène où les câbles de la ville font un peu comme une sorte de toile d'araignée, et ça joue avec les lumières, des choses comme ça. Il y a tout l'élément de la lampe qui clignote aussi, qui devient un élément important du film. Et il y a une scène d'ailleurs liée à ça qui m'a vraiment beaucoup marqué dans le film. Et donc un film qui, je pense, mérite vraiment la renommée qu'il a eu. Et j'espère que beaucoup d'autres personnes vont pouvoir découvrir ce film et à la fois les autres films du réalisateur. Donc si vous avez aimé celui-là, en fait, ceux je dirais qui sont les plus proches, ce serait Mother et Memories of Murder. C'est un peu les deux qui se rapprochent le plus, je dirais, au niveau du style, parce après on a Okja et le transpersonnage qui eux sont un peu à part, sont un peu sur quelque chose d'un peu différent. Donc voilà, je vous recommande vraiment Parasite si vous l'avez pas déjà vu, en VO, vraiment. D'après les extraits que j'ai vus de la VF, c'était correct, mais je pense qu'on perd vraiment quelque chose au niveau des expressions des personnages. Moi-même je parle pas du tout coréen, mais je trouve on arrive quand même vraiment à ressentir les émotions des personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas trop lire les sous-titres et tout ça, mais là, je pense que c'est le genre de film où vraiment ce serait dommage de pas en profiter. On a vraiment des acteurs qui ont donné une performance forte, et le fait de passer par de la VF, qui en plus a été fait assez rapidement, parce que en fait le film est sorti une première fois en VO en France puis en VF, donc il a fallu caler un peu l'enregistrement de la VF entre les deux, même s'ils ont sûrement fait du très bon boulot pour les conditions qu'ils avaient, les doubleurs français, mais voilà, je vous conseille de le voir en VO. Et il vient de sortir en Blu-ray, donc c'est l'occasion, profitez-en. Et maintenant on va passer au top des flops de l'année.